Bien. Monsieur le commissaire européen, mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, je rappelle que cette séance est ouverte à tous les sénateurs. Chers collègues, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, monsieur le commissaire européen, au Palais du Luxembourg, et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un commissaire européen, surtout des visus, parce qu'on a été habitué longtemps à la visio et que certains en ont pris l'habitude, mais merci d'être venu ici. Votre audition intervient à point nommé, au lendemain de la publication du dernier paquet élargissement de la Commission européenne, c'est-à-dire des rapports de progrès sur chacun des pays candidats ou candidats potentiels à l'adhésion de l'Union européenne. Après la décision historique de reconnaître le statut de pays candidat à l'Ukraine et à la Moldavie, prise par le Conseil européen en juin 2022, la Commission européenne vient hier de recommander d'ouvrir les négociations d'adhésion avec ces deux pays et de reconnaître à la Géorgie le statut de pays candidat. Si la décision finale appartient aux chefs d'État ou de gouvernement, qui auront à se prononcer lors du Conseil européen des 14 et 15 décembre prochains, il s'agit là d'une nouvelle étape essentielle et d'un changement géopolitique majeur pour le projet européen qui est la conséquence directe de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a presque 2 ans. L'Ukraine se défend depuis avec courage et défend en même temps nos valeurs communes, la démocratie et les droits de l'homme. Lui reconnaître le statut de pays candidat ainsi qu'à la Moldavie et maintenant à la Géorgie constitue un signal fort de soutien et de solidarité de la part de l'Union européenne en réponse aux aspirations profondes de ces pays. Comme le disait Robert Schuman, nous devons faire l'Europe non seulement dans l'intérêt des peuples libres, mais aussi pour pouvoir y accueillir les peuples de l'Est qui, délivrés des sujétions qu'ils ont subies jusqu'à présent, nous demanderaient leur adhésion et notre appui moral. Pour autant, quelle appréciation portez-vous sur l'état réel de préparation de ces trois pays ? Dans quelle mesure respectent-ils les critères de Copenhague, en particulier en matière de démocratie, d'état de droit, de lutte contre la corruption ou encore en matière économique ou de capacité administrative ? Surtout, l'Union européenne, qui s'est construite sur les décombres de la guerre pour construire une paix durable, ne risque-t-elle pas d'importer la guerre en son sein, non seulement celle qui sévit en Ukraine, mais aussi celle qui couve en Transnistrie, en Abkhazie ou en Ossétie du Sud? N'oublions pas qu'en complément des critères de Copenhague qui sont à remplir par les pays candidats à l'adhésion, nous devons aussi considérer la capacité de l'Union européenne à absorber de nouveaux membres, capacité qui a été reconnue comme un critère à part entière, qui, celui-ci, est à remplir par l'Union. Considérez-vous que l'Union européenne est prête à accueillir de nouveaux États membres? Jugez-vous que les institutions européennes actuelles peuvent fonctionner à 30 ou 35 pays? Et si rien n'évolue, quelles seraient selon vous les conséquences de l'élargissement sur le budget européen et les politiques communes, comme la politique agricole commune ou la politique de cohésion? Récemment, la presse se faisait l'écho d'une estimation du Conseil sur l'impact potentiel de l'adhésion de 9 nouveaux pays, dont l'Ukraine, poids lourd notamment en termes démographiques et économiques, l'impact dont leur adhésion sur le budget européen et les politiques communes. Selon cette projection, un tel élargissement pourrait entraîner une diminution de 20% des crédits de la PAC, la fin des financements accordés au titre de la cohésion à plusieurs États membres et une augmentation significative des contributions budgétaires nettes de certains États membres, au premier rang desquels la France. Concernant les pays des Balkans occidentaux, leurs perspectives européennes a été reconnue depuis plus de 20 ans. Leur progrès vers l'adhésion semble lent et les tensions régionales persistantes, notamment entre le Kosovo et la Serbie, dans un contexte d'influence croissante de puissances étrangères comme la Chine, la Russie ou la Turquie. Comment éviter le sentiment de lassitude des populations, en particulier de la jeunesse, qui préfère fuir plutôt que vieillir en attendant une hypothétique entrée de leur pays dans l'Union européenne? À vos yeux, la nouvelle méthodologie de l'élargissement adoptée à l'initiative de la France en 2020 a-t-elle permis de renforcer le processus avec un examen plus dynamique des critères de Copenhague et de soutenir efficacement la transformation des Balkans occidentaux?
Est-ce qu'on peut parler réellement d'un processus plus politique et que pensez-vous du principe de réversibilité? La formule alambiquée retenue hier par la Commission pour annoncer l'ouverture des négociations avec la Bosnie-Herzégovine, sous réserve que celle-ci remplisse certaines conditions, révèle sans doute la difficulté dans laquelle nous demeurons pour maintenir l'élan réformateur de ces pays, sans pour autant transiger sur les fondamentaux qui conditionnent l'appartenance à l'Union. Finalement, cette formule sibylline ne dit-elle pas la nécessité de reconsidérer l'adhésion à l'Union pour la rendre graduelle et permettre ainsi aux États candidats de récolter, au fur et à mesure des fruits de leurs efforts de réforme, en entrant successivement dans les pièces composant l'édifice européen, c'est-à-dire en étant admis progressivement à rejoindre une à une les politiques de l'Union. Enfin, n'oublions pas d'évoquer le cas de la Turquie, dont les négociations d'adhésion sont bloquées depuis plusieurs années et qui semble s'éloigner de plus en plus des valeurs européennes et prendre un autre chemin que celui qui mène à l'adhésion. Comment voyez-vous l'avenir de la trajectoire turque? Et je ne reprendrai pas les propos exacts de M. Erdogan la semaine dernière, qui fustigeait l'Union européenne de façon quasi guerrière. Je vous laisse la parole, Monsieur le Commissaire européen, avant que nous poursuivions notre dialogue, en vous posant quelques questions et j'ouvrirai la parole à la salle. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Chers sénateurs, je suis toujours ravi de vous visiter ici à Paris parce que je suis convaincu que la démocratie européenne commence et reste toujours avec les parlements nationaux. Donc pour moi, c'est toujours une visite très très importante. Aussi pour le voir comment notre politique est reçue et comment était vue par les parlements nationaux, parce que vous êtes le plus proche des citoyens européens. Donc pour moi, c'est une grande occasion. Et comme vous avez expliqué, Monsieur le Président, c'était que hier que nous avons adopté notre paquet. Donc, à mon avis, c'est une affaire courante, très très courant, qu'on peut déjà commencer à discuter avec vous aujourd'hui. Si vous me permettez, j'ai un petit discours à vous partager. Après, je suis prêt de répondre à toutes les questions. Vous avez posé quand même une liste importante, mais après, on peut peut-être s'engager à répondre. Donc, cette année, nous présentons un vaste train de mesures sur l'élargissement avec des rapports pour la première fois couvrant 10 pays, incluant maintenant Ukraine, Moldavie et la Géorgie, et le plan de croissance pour le Balkan occidentaux. Donc la Commission a recommandé, comme vous avez aussi évoqué, au Conseil d'ouvrir des négociations d'adhésion avec Ukraine et Moldavie. Nous avons recommandé également d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Bosnie une fois que le degré nécessaire de conformité avec les critères d'adhésion sera atteint. En outre, nous recommandons d'accorder le statut de pays candidat à la Géorgie, étant entendu que certaines mesures sont prises. En ce qui concerne l'Ukraine et la Moldavie, nous recommandons également au Conseil d'adopter le cadre de négociation une fois que l'Ukraine et la Moldavie auront progressé sur les lois relatives à la lutte contre la corruption, la vérification des avoirs et pris de nouvelles mesures en matière de déoligarchisation. Je n'ai jamais utilisé ce mot en français. Les deux pays devront continuer à lutter contre la corruption en obtenant des résultats supplémentaires en matière d'enquête et des condamnations en matière de corruption. En ce qui concerne les minorités nationales, l'Ukraine doit reprendre aux recommandations en insistance de la Commission de Venise de juin et de l'octobre de cette année-ci, liées à la loi sur les minorités nationales. L'Ukraine doit également donner suite à la recommandation
de la Commission de Venise relative aux lois sur les langues d'État et les médias et l'éducation. Dans le cas de l'Ukraine et de la Moldavie, la Commission suivra de manière continue les progrès et la conformité dans tous les domaines liés à l'ouverture des négociations et fera rapport au Conseil d'ici mars de l'année prochaine. La Commission est prête à entamer les travaux préparatoires, en particulier le criblage de l'acquis, donc le screening, et la préparation du cadre de négociation. En Géorgie, nous avons assisté à une nouvelle dynamique positive de dialogue avec nous au cours des derniers mois, en particulier en ce qui concerne les 12 priorités. Par conséquent, la Commission recommande au Conseil d'accorder à la Géorgie le statut de pays candidat, étant entendu que de nouvelles mesures sont prises en ce qui concerne la lutte contre la désinformation, l'alignement sur le PESC, l'amélioration de la mise en œuvre du contrôle parlementaire et la résolution du problème de polarisation politique et encore une fois, la question des déoligarchisations et la lutte contre la corruption. En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, l'année dernière, le statut de candidat a apporté une dynamisme indispensable et de jamais vu. Un nouveau gouvernement a rapidement été mis en place après les élections et a commencé à mettre en œuvre les réformes à tout niveau du pays. L'engagement public des partis politiques en faveur de l'objectif stratégique de l'intégration européenne a donné des résultats positifs. Le Conseil des ministres a approuvé un ensemble des projets de loi, notamment sur l'intégrité du système judiciaire, la prévention de torture par désignation de médiateur comme mécanisme national de prévention, loi des étrangères et la liberté d'accès à l'information. Elles ont tous adopté par le Parlement déjà. Le point de contact pour Europol a commencé à fonctionner, ce qui était un progrès très attendu. Des progrès modestes ont été accomplis en ce qui concerne l'alignement sur la PESC et la Bosnie-Herzégovine a considérablement amélioré son alignement sur la politique étrangère de l'Union européenne. Je pourrais continuer avec une longue liste d'évolutions positives au cours de l'année qui est écoulée. Importantes stratégies ont été adoptées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de même que des plans d'action en matière de migration, de terrorisme ou la mise en œuvre de stratégies nationales de traitement des crimes de guerre. Le budget de l'État pour cette année-ci a été adopté en mars. La base juridique pour la conduite de négociations sur les interconnexions gazières du Sud et de l'Est a été adopté. L'accord de coopération avec Eurojust a été également adopté et 2 autres accords de mobilité régionale dans la procédure de Berlin ont été ratifiés. La Commission encourage les dirigeants politiques et toutes les autorités à poursuivre ce bilan positif et redoubler des efforts pour répondre à toutes les priorités essentielles qui subsistent. La Commission recommande l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine dès que les degrés nécessaires de conformité avec les critères d'adhésion sera atteint. Donc, nous rendrons compte du Conseil des progrès accomplis d'ici mars de l'année prochaine. Avant de me tourner vers l'Albanie, permettez-moi de dire quelques mots sur la procédure de criblage avec les 2 pays, Albanie et la Macédoine du Nord. Le processus progresse sans heure et les autorités ont fait preuve d'un niveau élevé d'engagement. Et notre objectif est d'ouvrir le premier pôle sur les fondamentaux d'ici la fin de l'année avec Albanie. En Albanie, la mise en œuvre de la réforme globale de la justice se poursuit
et les procédures de vérification progressent à un rythme satisfaisant. La structure spéciale contre la corruption et la criminalité organisée, qui s'appelle SPAC, a obtenu de nouveaux résultats concrets. L'alignement complet sur la politique étrangère et de sécurité commune a été un signal fort de choix stratégique du pays d'adhérer à l'Union européenne. Des efforts supplémentaires sont nécessaires dans des domaines clés de l'état de droit, ainsi que sur la liberté d'expression, les questions relatives aux minorités et le droit de propriété. Au Macédoine du Nord, les autorités ont continué de démontrer et de déclarer politiquement leur engagement à progresser sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne. Maintenant que le processus de négociation d'adhésion a commencé, le rythme de réformes liées à l'Union européenne doit s'accélérer. Certaines modifications apportées au code pénal qui concernent un grand nombre des affaires de corruption à haut niveau ont suscité des inquiétudes. Il est essentiel de renforcer la confiance dans le système judiciaire et de lutter contre la corruption, notamment grâce à des résultats solides en matière d'enquête, de poursuites et de condamnation définitive dans les affaires de corruption de haut niveau. Le Parlement et le gouvernement se sont engagés à démarrer et réaliser en priorité les modifications constitutionnelles pertinentes. J'espère que tous les partis soutiendront cette proposition pour aller de l'avant. Il s'agit d'une décision souveraine de la Macédoine noire et un engagement qui renforcera encore les droits fondamentaux. Concernant le Monténégro, si les progrès en matière de réforme d'adhésion à l'Union européenne sont en grande partie au point de mort, le gouvernement nouvellement nommé doit désormais se concentrer sur les réformes liées à l'Union européenne et veiller à ce que les institutions démocratiques et le pouvoir judiciaire du pays deviennent une fois de plus pleinement opérationnels. Le respect des critères provisoires fixés dans le chapitre 23-24 relatif à l'état de droit sera essentiel pour réaliser de nouveaux progrès dans l'ensemble des négociations. Aucun autre chapitre ne sera provisoirement clôturé avant que cette étape ne soit franchie. Le Kosovo a progressé dans ses travaux législatifs et adopté une réforme électorale importante. Et le Kosovo a continué à s'aligner sur l'Union européenne quant à la condamnation de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et adopté des mesures restrictives. La situation dans le nord du Kosovo a été affectée par plusieurs crises, la dernière en date étant l'attaque contre la police kosovare le 24 septembre. Nous notons que, bien qu'un accord a été conclu en février et mars cette année, dans le cadre de dialogue sur un accord de normalisation et son annexe, ni le Kosovo ni la Serbie n'ont commencé à mettre en œuvre leurs obligations respectives qui sont contraignantes pour les parties et en font partie de leur trajectoire européenne. En raison de l'absence depuis juin des mesures décisives pour apaiser la situation, l'Union européenne met en œuvre des mesures à l'égard du Kosovo, ce qui a également une incidence sur le soutien financier. Ces mesures sont temporaires en fonction des décisions prises pour apaiser les tensions dans le nord du Kosovo. Enfin, nous attendons le 1er janvier 2024 avec intérêt, étant date à laquelle la libération du régime de visa pour le Kosovo entrera en vigueur. La Serbie a commencé à mettre en œuvre les amendements constitutionnels de 2022 visant à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire
Elle a également adopté en octobre 2024 d'importantes lois sur les médias avant la dissolution du Parlement. Notre évaluation dans les 2 derniers rapports, selon laquelle la Serbie a rempli les critères d'ouverture pour le pôle 3, compétitivité et croissance inclusive, reste valable. La Commission soutient l'ambition de la Serbie d'ouvrir de nouveaux pôles d'adhésion sur le fondement de la poursuite des progrès en matière de réforme. Nous reconnaissons également la bonne coopération en matière de prévention de contournement des sanctions, mais la question essentielle d'alignement sur la PESC, y compris sur les sanctions de l'encontre de la Russie, demeure préoccupante. Passons maintenant à la plan de croissance pour les Balkans occidentaux et la nouvelle facilité avec. Ce nouveau plan consiste en une nouvelle audacieuse approche visant à accélérer une véritable intégration, c'est-à-dire une intégration sur le terrain de nos économies, de nos sociétés et à combler les fossés qui nous séparent. Cela portera des avantages tangibles à chacun d'entre nous et en amont de l'adhésion. Les États membres ont demandé cette intégration accélérée et progressive, et ceci était également notre projet présenté dans la nouvelle méthodologie de 2020. L'objectif de ce plan est de stimuler l'économie des Balkans occidentaux au cours des prochaines années, afin de combler le fossé socio-économique entre l'Union et nos partenaires d'ici fin de cette décennie. Il repose sur 4 piliers. Premièrement, nous voulons intégrer progressivement les Balkans occidentaux dans le marché unique de l'Union européenne, même avant l'adhésion pleine et entière à l'Union européenne. Deuxièmement, nous nous efforcerons également de stimuler de l'intégration économique dans la région des Balkans occidentaux par intermédiaire du marché régional commun fondé sur les normes et les règles de l'Union européenne. Troisièmement, le plan de croissance aidera nos partenaires des Balkans occidentaux d'accélérer les réformes fondamentales, y compris l'état de droit et la démocratie. Elles sont nécessaires au déploiement rapide du plan de croissance lui-même, attirant les investissements privés, favorisant une croissance économique durable et résiduant la pollution. Enfin, nous voulons augmenter l'assistance financière afin d'aider nos partenaires à accélérer les réformes au moyen d'un mécanisme pour la réforme et la croissance des Balkans occidentaux. Il s'agit d'une enveloppe de 6 milliards d'euros, comprend 2 milliards d'euros de soutien non remboursable, donc les subventions, et 4 milliards d'euros sous forme de prêts favorables. L'ajout de mécanismes pour la croissance à l'aide relève de IPA 3, et IAP 3 en français, offrira aux Balkans occidentaux un niveau d'aide par habitant à peu près identique à celle de politique de cohésion dans l'Union européenne. L'objectif à plus long terme est d'aider la région à expliquer pleinement son potentiel en termes de capacité de développement économique et social par rapport aux États membres de l'Union européenne d'ici 2030. Les fonds seront débloqués de la mise en œuvre des programmes de réforme que nos partenaires de Balkans occidentaux devraient élaborer et qui devront faire l'objet d'un accord avec nous et être mis en œuvre au cours de la période de 2024-2027. Elles seront liées aux réformes socio-économiques et fondamentales. En résumé, le plan de croissance créera les conditions propices à l'adhésion de nos partenaires régionaux à l'Union.
Permettez-moi de solliciter votre soutien en particulier pour faire en sorte que la proposition de règlement établissant la facilité de croissance soit adoptée avec une efficacité accélérée. Donc, j'aimerais permettre ces longs discours avec la Turquie. La Turquie est un pays candidat, comme M. le Président a aussi indiqué, et aussi, j'ajoute, un partenaire essentiel pour l'Union européenne. Conformément aux décisions du Conseil européen, ces négociations d'adhésion sont au point mort depuis 2018. La Turquie continue à s'éloigner de l'Union européenne. Le rapport conclut que le pays n'a pas inversé cette tendance négative, consistance d'éloigner davantage de l'Union européenne, et que nos préoccupations persistent en ce qui concerne le recul dans les domaines de la démocratie, de l'état de droit, des droits fondamentaux et des indépendances du pouvoir judiciaire. Le dialogue sur l'état de droit et les droits fondamentaux continue de faire partie intégrante des relations entre l'Union européenne et la Turquie. Le refus de mettre en œuvre certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme reste également un sujet de préoccupation. Les relations bilatérales entre la Grèce et la Turquie se sont améliorées après le tremblement de terre de février de la Turquie. Ne sait pas s'engager dans des activités de forge non autorisées en la Méditerranée orientale. Il est de plus haute importance que la Turquie soutienne activement les négociations en vue d'un règlement équitable, global et viable de la question chypriote dans le cadre des Nations Unies, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et conformément, bien sûr, avec les conditions d'adhésion. La coopération avec la Turquie dans les domaines d'intérêt commun s'est poursuivie dans les domaines essentiels tels que la lutte contre le terrorisme, l'économie, l'énergie, la sécurité alimentaire, les migrations et le transport. Un environnement stable et sûr en Méditerranée orientale est dans notre intérêt et une instauration de relations avec la Turquie fondée sur la coopération et mutuellement avantageuse relève de l'intérêt stratégique de l'Union européenne. Comme vous le savez, la Commission et le haut représentant soumettront un rapport au Conseil européen de ce mois-ci, dans lequel nous exposerons d'autres options pour développer cette relation. Avec ces derniers mots, j'aimerais terminer le discours et je suis prêt de répondre à toutes les questions. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire. Vous avez répondu partiellement aux nombreuses questions que je vous ai posées, mais vous avez ouvert aussi, je le constate, d'autres chantiers intéressants. Vous avez été beaucoup plus loquace que moi sur la Turquie, et je vous en remercie, considérant que voilà, la situation avance, voire régresse sur certains points, notamment celui de l'immigration. Dans notre commission, nous avons des rapporteurs spécialistes dans matière d'élargissement et je vais tout de suite leur donner la parole. Donc il y a Didier Marie et Claude Kern. Dans l'ordre qu'ils choisissent, organisez-vous tous les deux. Je sais que vous travaillez bien ensemble. Donc Didier Marie qui va commencer et je demande aux collègues qui voudraient s'inscrire de bien vouloir le faire. Merci, Président. Merci, Monsieur le Commissaire, pour vos propos liminaires qui sont déjà fort intéressants. Un certain nombre de questions, bien évidemment, sont en suspens. On a bien compris que la Commission avait pris acte de la situation géopolitique et de la nécessité d'accélérer le processus d'élargissement aux Balkans occidentaux et à l'Ukraine, à la Moldavie et maintenant donc à la Géorgie, ce qui est un élément nouveau sur lequel je vais revenir dans un instant. Bon nombre des États candidats, et vous l'avez rappelé, ont encore de très importants progrès à faire en matière
de réformes pour respecter l'état de droit, qui, à mes yeux, doit être un préalable à toute nouvelle intégration. Et donc ma première question est de savoir si la Commission sera et restera sur une ligne stricte en matière de respect de l'état de droit, ou si elle sera prête à certains aménagements au regard des impératifs géopolitiques. D'autre part, j'aurais une question subsidiaire sur les questions des migrations et sur l'accord qui vient d'être conclu entre l'Italie et l'Albanie, pour savoir si tout ceci est bien conforme à l'état de droit tel que nous le concevons aujourd'hui entre nous. D'autre part, pouvez-vous nous dire quelles évolutions seraient à vos yeux nécessaires pour s'assurer, chemin faisant et à terme, du respect de l'état de droit quand on connaît aujourd'hui les limites de l'application de l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui a montré toutes ses limites à l'égard de la Pologne ou de la Hongrie, et donc qui pourrait poser des difficultés pour la suite en cas d'élargissement. Restent en suspens les questions sur le fonctionnement d'une Union européenne élargie. À cet égard, serait-il possible que vous nous donniez votre sentiment sur le rapport des 12 experts franco-allemands qui ont été mandatés par nos ministres respectifs sur la question du vote à l'unanimité en cas d'élargissement, sur la conditionnalité des aides au fur et à mesure de l'ouverture des nouveaux chapitres. Et la question derrière, c'est de savoir si on peut faire ou non l'économie d'une révision systémique de nos politiques et une révision des traités. Sur la question spécifique de la Géorgie, nous avons été à la fois surpris et en même temps satisfaits des propositions de la Commission. Mais la situation politique en Géorgie est tout de même particulière, avec, il y a encore très peu de temps, une tentative de destitution de la présidente qui est pro-occidentale, pro-européenne, et une intervention du Premier ministre à l'issue de la décision du Conseil, extrêmement positive, mais totalement contraire à sa pratique tant en matière de respect de l'état de droit dans le pays que sur sa ligne diplomatique très favorable à la Russie. Donc j'aimerais que vous puissiez nous détailler les éléments qui ont fait changer la position de la Commission à l'égard de la Géorgie en si peu de temps. De la même façon, pour ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, la formulation un peu ambiguë qui a été reprise par la Commission laisse entendre qu'en fait, ils ne sont pas prêts à rentrer dans le processus d'élargissement. Pouvez-vous là aussi nous dire à quel moment et sous quelles conditions vous pensez que les négociations pourraient reprendre? Enfin, dernier sujet. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé que l'élargissement devait aboutir à l'horizon 2030. Que pensez-vous de cette date? Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Commissaire pour vos propos liminaires qui ont déjà apporté une réponse à pas mal de questions. Je voudrais compléter un peu ce que vient d'évoquer Didier Marie. Alors, l'Ukraine, la Moldavie, c'était une bonne chose. Et personnellement, je suis particulièrement satisfait que la Commission propose également au statut de candidat la Géorgie. Pourquoi personnellement? Parce qu'en tant que membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je suis rapporteur pour le monitoring sur la Géorgie. Donc j'ai pu suivre les évolutions effectivement des réformes et les progrès qui ont été faits dans ce pays, parce que c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses, notamment en matière d'état de droit. Ce pays a fait pas mal de progrès. Claude, je te coupe 2 minutes parce qu'il y a un bruit, alors je ne sais pas, il y a un bruit désagréable sur un des micros peut-être. On est en train de le chercher. C'est une traduction probablement et avec un micro ouvert. Merci beaucoup, voilà. Merci. D'accord. Donc oui, il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés et une des questions était
où en sont les réformes dans les pays candidats, notamment en matière d'état de droit, au respect des libertés publiques. Et je pense surtout à la réorganisation du système judiciaire et des administrations publiques. Quand je parle de réorganisation du système judiciaire, nous avions, avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et la Commission de Venise, émis un certain nombre de recommandations envers la Géorgie, et notamment en disant c'est bien beau de faire des réformettes entre guillemets du système judiciaire, mais il faudrait peut-être penser à une réforme globale de ce système. Donc comment a été interprétée cette recommandation par la Commission européenne? Après, en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, là, vous avez, en ce qui concerne le plan de nouvelle croissance pour les Balkans occidentaux, vous avez répondu en grande partie à ma question. Je voudrais juste vous demander, est-ce que ce plan est destiné à compenser l'absence de progrès réellement tangibles en Bosnie-Herzégovine, absence prise en compte dans le paquet élargissement publié hier, justement sur la voie de l'adhésion des pays de la région. Et puis pour terminer, je voudrais insister sur une question qu'avait abordée notre président, à savoir les conflits gelés, la Transnistrie, le cas de la Transnistrie, le cas de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud. La Transnistrie, c'est la Moldavie, et les deux autres, la Géorgie. Comment l'Union européenne peut-elle contribuer à la résolution de ces conflits? Parce que nous avons, nous, au niveau de la PCE, aucun moyen, puisqu'en tant que, là aussi, le président vient de vous le souffler à l'oreille, je suis président de la sous-commission sur les conflits concernant les pays membres du Conseil de l'Europe. Donc nous n'avons pas de moyens aujourd'hui à les faire dialoguer entre eux. Moi, j'aimerais bien savoir si l'Union européenne a plus de moyens et que surtout comment il compte les utiliser. C'est à vous, monsieur le commissaire, puis après nous passerons aux questions. Olivier Cadic peut se préparer. Merci. J'essaierai de vous répondre en français, mais il y a quelques terminologies que je ne connais pas en français, donc excusez-moi si j'utilise ici ou là quelques mots anglais aussi. Mais bon, très bien. Temporaire. Je fais un effort. Et... On y arrivera, monsieur. Merci. Donc, la première question sur soit nous prenons ligne stricte ou géopolitique sur l'état de droit. Notre commission, je commence un peu de loin, si vous me permettez. Donc, notre commission est la commission qui s'appelle Commission géopolitique, oui. Et c'est notre commission qui a mis sur la table, encore une fois, l'adhésion après une interruption de la commission avant nous. Et quand nous avons fait notre planning, je pourrais dire aussi notre analyse d'échec, mais je reste plus diplomatique. Donc, quand nous avons fait notre analyse au début du mandat, nous avons vu que un des grands problèmes politiques autour de politique élargissement était la crédibilité, qui a été affaiblie pendant des années. Et cette crédibilité a été affaiblie pas seulement au Balkan, mais aussi ici dans les États membres. Et un des sujets focaux dans cet affaiblissement était la question des réformes, et dans les réformes, bien sûr, l'état de droit. Et c'est à cause de cela que quand nous avons mis sur la table de conseil la nouvelle méthodologie, nous avons fait quand même un grand changement par mettant l'état de droit
comme point focal et comme une mesure absolue de progrès dans la politique d'adhésion. Et donc, cette méthodologie reste valide. Il n'y a aucune raison de le changer. Pour l'état de droit, il faut toujours remplir les conditions. Si vous lisez notre rapport, c'est le cas et ça restera le cas. La géopolitique, la partie géopolitique, c'est plutôt comment on peut accélérer l'adhésion par stimulant les réformes. Et pour cela, nous avons le Growth Plan. Pour cela, nous avons cette nouvelle facilité qui peuvent aussi contribuer de faire accélérer les réformes liées à l'état de droit. Deuxième question sur Italie et Albanie, cette coopération renforcée de sécurité. J'ai eu cette question hier aussi au Parlement européen par un député italien. À mon avis, tous les accords entre les pays candidats et les États membres sont de grandes valeurs qui contribuent à un renforcement de notre sécurité mutuelle. Et donc, pour moi, c'est ça l'angle d'où je regarde cet accord. En ce moment, nous analysons cet accord. Pour nous, ce qui est très, très important, que ça doit contribuer aux sécurités européennes. Mais je pense que c'était l'idée derrière cet accord. Et si l'accord est vraiment fait ça, on peut même soutenir. Mais comme je disais, il faut regarder d'abord ce qui était conclu. Troisième question, c'était un peu difficile de comprendre, mais j'ai écrit, et si ce n'était pas le sens de question, je reste à corriger. Donc, l'article 7, est-ce applicable ou pourrait être appliqué sur les candidats, si je traduis vos questions. Nous avons établi cette conditionnalité directe avec l'état de droit, qui est comparable à l'article 7, à mon avis. Mais comme la situation d'être candidat est complètement différente par rapport d'un État membre, à mon avis, nous avons tout le nécessaire pour faire une intervention importante si nous voyons qu'il y a une backsliding. C'était une question aussi posée par Monsieur le Président. Et comme vous avez vu, nous avons vu une backsliding, par exemple, en Republika Srpska, et nous avons suspendu les fonds. Donc, nous avons des moyens et nous utilisons les moyens quand c'est nécessaire et proportionnellement pour le but ou pour le problème qui s'émerge. Le rapport de 12 experts, comme nous sommes dans une session publique, je dois vraiment choisir mes mots attentivement parce que, première chose, ce n'est pas mon portfolio. Deuxièmement, quand même, la Commission fait partie, bien sûr, le discours, mais quand même, ce sont les questions plutôt pour les États membres qui sont en charge s'il y aura une réforme institutionnelle. Donc, j'aimerais partager avec vous mes vues personnelles. Première chose, c'est qu'il faut, à mon avis, séparer le discours autour de l'adhésion
et le discours autour de réformes institutionnelles. Je suis convaincu, et après lisant le rapport du service juridique aussi du Conseil, je suis encore renforcé dans cette conviction que l'élargissement est possible sans grande révolution institutionnelle. Sans changement de traité, on peut y arriver avec tous les moyens pour accueillir de nouveaux États membres. Donc, pour nous, il y a une simultanéité, mais pas une conditionnalité entre les deux débats. Et à mon avis, il faut toujours observer cet parallélisme plutôt que lier les deux choses, parce que ça pourrait être un effet négatif pour tous les deux débats si nous lisons. En ce qui concerne le Qualified Majority Voting, qui est une question courante, je travaille sur le sujet de l'Union européenne depuis 26-27 ans déjà. Donc j'ai commencé comme juriste hongrois en Hongrie, à préparer la Hongrie et le système juridique de la Hongrie. Et après, je travaillais des années, plus de 20 ans en Bruxelles, dans les couloirs de conseil, de commission et tout ça. Et quand nous avons eu la première rencontre au Conseil avec les États membres, c'était une grande journée pour moi, un grand événement et une grande éducation aussi. Il y en avait un diplomate français qui m'a expliqué un peu les choses. Nous avons été assis très proches l'un et l'autre, et donc j'ai appris beaucoup en parlant avec lui. Et l'une des grandes leçons que j'ai prises, c'est que, parce que j'ai travaillé sur les sujets où il n'y a que codécision, et donc au Conseil Qualified Majority Voting. Parce que j'ai travaillé sur les questions économiques, les questions de marché unique et tout ça. Et il m'a dit que oui, Qualified Majority Voting, mais tout le monde doit avoir la possibilité de rentrer chez eux avec une fierté, même si il était voté contre. Et c'est ça la question. Donc, le Qualified Majority Voting, si c'est utilisé comme une rétorsion, ce sera un grand échec de notre Union européenne. Si le Qualified Majority Voting est utilisé pour créer quand même une politique consensuelle, avec tout le monde pourrait vivre, même s'ils ne sont pas d'accord avec la question qui est en vote, ça va fonctionner. Donc la Géorgie. La destitution de la présidente, oui, c'était vraiment une proposition politique qui était mal vue, très très mal vue par nous aussi. Nous avons fait le point plusieurs fois, mais maintenant j'ai confiance que cette partie de la politique en Géorgie est terminée. Et c'est à cause de cela que nous avons regagné la confiance dans le gouvernement, que ce sujet est maintenant terminé et à ne pas revisiter. Et pourquoi nous avons proposé alors le statut candidat?
parce qu'il y en avait 12 priorités posées par le Conseil européen l'année passée. Et dans cela, nous avons vu que la Géorgie est capable de livrer. Et pas seulement capable, mais livrer plein de choses. Nous avons une grande liste de tout ce qui a été fait. Donc, au niveau des conditions qui a été posées par le Conseil européen, nous avons fait un grand progrès. La deuxième raison, c'est que quand nous avons fait notre analyse en février, cette année-ci, de Acquis Report, vous pouvez le voir qu'au niveau de comparaison de notre acquis et la Géorgie, nous avons trouvé que, par exemple, au niveau de fonctionnalité d'un marché compétitif, les fondamentales sont bons en Géorgie. Donc, il y a des fondamentaux forts en Géorgie au niveau de comparaison de l'acquis. Et la troisième, c'était bien sûr que nous avons vu depuis des années, des dizaines d'années, le grand soutien du peuple géorgien pour la cause européenne. Parce que c'était la Géorgie qui, au début de première journée indépendance regagnée de Russie ou Union soviétique, le choix était clair. Et c'était suivi par tous les partis politiques, n'importe quel qui était en gouvernance, en opposition. Le choix était toujours stable, clair, fort. Donc, à mon avis, il faut reconnaître cela. Et c'est à cause de cela que maintenant, nous faisons une, je ne sais pas ça en français, un leap de faith pour la Géorgie. Et nous mettons alors la possibilité sur la table de gagner statut candidat, mais c'est-à-dire qu'il faut remplir les autres conditions et il faut changer quelques lignes disruptives que nous avons vues. Donc il faut renforcer le message vis-à-vis de l'Union européenne. Il faut vraiment diminuer encore l'interférence, désinformation et tout ça dans le pays. Et donc, c'est à cause de cela que nous proposons le statut candidat. Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce que ça veut dire alors que nous avons proposé? Si je analyse votre question. C'est-à-dire que nous sommes convaincus que cette construction politique en Bosnie-Herzégovine pourrait livrer les résultats importants. Nous avons vu déjà qu'ils ne sont pas seulement capables, mais ils sont aussi en train de livrer des réformes que nous n'avons pas vues pendant des années. Les réformes difficiles qui prennent quand même un consensus politique interne dans le pays de jamais vu. Donc, à notre avis, le pays pourrait arriver dans un niveau élevé critique, après quoi on peut proposer l'ouverture d'adhésion. Mais pour nous, c'était très très important de faire l'offre déjà, qu'il faut le continuer et nous sommes prêts déjà, nous avons préparé tout, que nous pouvons proposer cela d'ici mars. C'est ce que ça veut dire que vous voyez dans notre langage exotique de Bruxelles, que nous reviendrons avec un rapport. Mais bien sûr, le rapport sert seulement s'il y a de progrès encore.
Donc, 2030. Ligne officielle de la Commission. Et que ce n'est pas la date qui compte, c'est la livraison des réformes qui compte. Et ça reste toujours une merit-based process. Donc là, il n'y a pas de changement. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi lire un peu notre rapport. Et par exemple, si vous voyez la partie en ce qui concerne le Growth Plan, vous voyez quelques dates aussi dedans. 2027, aussi 2030, ça paraît un peu ici ou là. Mais, comme je disais, c'est plutôt une offre. Si ils sont prêts, nous serons prêts. Avec le Growth Plan, nous mettons en garde toutes les possibilités d'y arriver pour eux, 27, 30, comme ils veulent. Mais les conditions restent les mêmes. Et il faut remplir toutes les conditions. Géorgie Judicial Reform, Venice Recommendations. Venice Commission Recommendation. Il fait partie de notre, pas notre, mais le devoir de la Géorgie. Oui, ils sont dedans, ils sont renforcés, ils lisent complete the implementation of holistic and effective judicial reform, including comprehensive reform of High Council of Justice, Prosecutor's Office, and so on, fully implementing Venice Commission recommendations and following a transparent and inclusive process. Donc, à mon avis, ce que vous avez demandé est dedans. Parce que pour nous, la Commission de Venise est le gold standard. Et vous avez vu avec l'Ukraine, vous avez vu avec la Moldavie, vous avez vu avec la Géorgie, Albanie. Nous travaillons très, très étroitement avec eux parce que pour nous, c'est vraiment une qualité que, par exemple, nous n'avons pas dans DigiNIR. Et c'est une organisation qui est aussi acceptée comme authentique par notre partenaire. Donc pour nous, d'y arriver avec toutes les conditions qui ont été mises sur la table par la Commission de Venise fait partie des conditions de European Path. Les conflits gelés, ça c'est peut-être la plus facile question de la journée. Oui, bien sûr, c'est une stratégie russe ou soviétique de créer... Comment? Oui, voilà. Donc nous avons beaucoup d'exemples de cela. La seule chose que l'Union européenne pourrait faire, c'est de soutenir nos partenaires avec une intégrité territoriale complète. Et nous, pour nous, c'est une question de fondamentaux. Donc, on va toujours soutenir tous de nos partenaires qui est occupé, où il y a un territoire désolu ou autonome. On va toujours instituer la condition qu'il faut restituer la territorialité intégrale de tous les pays. Donc pour nous, c'est vraiment fait partie de fondamentaux. C'est ce qu'on pourrait faire et c'est ce qu'on peut aussi utiliser dans notre diplomatie externe. Et c'est tout, l'Union européenne pourrait le faire. À mon avis, j'ai répondu à toutes les questions, mais s'il y a des plus... On va passer aux questions de la salle. Donc Olivier Cadic et se prépare Karine Daniel.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Commissaire. Oui, en fait, ma question vient prolonger les précédentes interventions. Moi, je suis un fervent partisan de, non pas, enfin, de l'adhésion des pays des Balkans occidentaux dans l'Union européenne. Et pour moi, c'est pas un élargissement, c'est plutôt une intégration, puisqu'ils sont effectivement sur le continent. Dans un quart d'heure, nous allons recevoir, je vais recevoir Madame Vijanović, la membre bosno-serbe de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine. Et ça va être l'opportunité pour moi de lui exprimer ma difficulté face aux mesures déstabilisatrices prises par M. Dodik dans l'entité de Republika Srpska, de même que son discours sécessionniste, nationaliste et pro-russe, qui sont en fait inacceptables pour ceux qui sont attachés à l'Union européenne. Elle menace gravement aussi la stabilité de ce pays, de la Bosnie-Herzégovine, et donc son unité. Et donc, ma question, ça serait de vous demander quelle question poseriez-vous à Madame Vijanović dans une demi-heure pour stimuler son action en faveur de l'adhésion et pour convaincre le Conseil d'ici mars 2024. Karine Daniel. Oui, merci. Tout d'abord, j'aimerais me réjouir du signal positif qui est donné à la Géorgie, mais ma question va être plus centrée sur la question de l'Ukraine, avec un élan positif qui a été donné par le malheur du conflit en Ukraine à la volonté d'adhésion qui s'en s'est suivie et à la lumière qui a été portée sur les discours et les propos du président Zelensky quant à sa volonté de pouvoir contribuer au modèle européen. Et évidemment, depuis, la situation en Ukraine ne s'est malheureusement pas réglée. Elle a tendance à se prolonger de manière trop douloureuse pour toutes celles et tous ceux qui en Ukraine veulent rejoindre le projet européen. Donc ma question, c'est quelles sont les prochaines étapes et prochains éléments de dialogue avec l'Ukraine dans un contexte qui reste malheureusement celui d'un conflit armé. Et puis, toujours sur l'Ukraine, vous avez parlé et évoqué de la balance qu'on doit tenir continuellement entre les questions de marché et d'ouverture des marchés et de stabilisation des marchés et de processus d'intégration plus large et d'élargissement plus large sur les questions d'état de droit, sur les questions de réformes structurelles. J'aimerais savoir ce qu'il en est sur les marchés agricoles ukrainiens et l'action de l'Europe, notamment sur les exportations, parce qu'on en a là aussi beaucoup parlé au début du conflit, mais qu'en est-il de ce sujet actuellement? Merci. Merci. C'est pour moi de paraphraser une question pour Madame Vijanović. On parle beaucoup avec elle, donc j'ai posé beaucoup de questions, mais je commence où vous avez commencé. Oui, nous avons vu cette tendance qui est complètement contraire de l'intérêt du pays, qui est complètement contraire de volonté de peuple de la Bosnie-Herzégovine. Et à notre avis, il faut bien sûr toujours faire le point, arrêter tout ce discours séparatiste, arrêter tout ce discours déstabilisant. Mais il y a une autre question qui est cachée derrière. Et c'est, est-ce qu'on peut regarder le pays elle-même? Donc, il ne faut pas sacrifier le progrès de la pays pour un homme. C'est ça mon point. Donc, il ne faut pas oublier que cet homme n'est pas égal avec la Bosnie-Herzégovine. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est à cause de cela que nous, maintenant, poussons
pour cette construction politique qui fonctionne finalement dans Bosnie-Herzégovina, pour la prochaine étape dans le chemin européen. Donc, à mon avis, il faut séparer. Et, en anglais, ils disent don't miss the woods for the trees. Donc, ma question à Madame sera: qu'est-ce que vous faisiez que la Bosnie-Herzégovina va arriver en mars avec une décision positive au Conseil pour ouvrir les négociations d'adhésion? Ukraine. Quelles sont les prochaines étapes? Maintenant, notre proposition est au Conseil. C'est pour le Conseil, et donc pour les États membres, de faire adopter. J'espère que les États membres suivront notre recommandation. Donc, en décembre, le Conseil d'affaires généraux pourrait déjà faire adopter notre recommandation. Et après cela, le Conseil européen pourrait endorse cette recommandation. Dès que c'est fait, nous avons bougé donc avec la préparation de Negotiating Framework et préparer la décision pour conclure le Negotiating Framework, avec quoi l'étape de négociation pourrait commencer par convenant le premier IGC. Ça, c'est de la technicalité, à mon avis, c'est la question institutionnelle. Mais au fond, ici, il y a aussi les questions les questions du fond, c'est-à-dire des questions de livrer encore les 4 priorités ou conditions qui fait aussi partie de notre proposition. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une étape prochaine après la décision du Conseil européen s'il n'y a pas une livraison sur toutes les conditions qui étaient mises sur la table. Sur le marché agricole, à mon avis, la solution pour le marché agricole sera les chemins qui a existé, donc le mer Nord, pour faire les exports. Toute cette disturbance que nous voyons sur notre marché, sur le marché ukrainien, est causée par le blocage de mer Noire. Donc, il faut le travailler pour arriver avec une solution pour le mer Noire, que le transport pourrait recommencer. Et aussi, il faut travailler avec nos États membres pour les pistes ferroviaires, pour faire le transit vers les marchés marché traditionnel de l'Ukraine. Comme je suis responsable aussi pour le voisinage du Sud, il y a une rupture énorme de supply. Et dans notre marché, il y a une congestion. Donc, il faut aider de livrer cette congestion et arriver avec le blé et tout ça comme c'est nécessaire pour nos voisinages du Sud, absolument. Je ne vois plus de questions dans la salle et je vais vous en poser 2 dernières, avec, à mon avis, une réponse courte dans les 2 cas. Vous avez cité le Growth Plan et
avait affecté un chiffre qui est de 6 milliards, je crois, oui, 6 milliards. Nous avons fait un travail sur le cadre financier pluriannuel et en fait, on n'a pas vu apparaître les éléments du growth plan. Alors, à quel titre est-ce que c'est dans les 80 milliards qui vont être demandés en complément? Enfin, voilà. Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, vous êtes aussi en charge des politiques de voisinage. On a vu une forme de flottement par rapport au fonds d'aide à la Palestine dès lors qu'il y a eu le choc de l'acte terroriste de début octobre. Je voulais savoir où on en était dans la réflexion, puisque vous y aviez pris une position immédiate, je pense, sous le coup probablement de la colère et de l'effroi. Et derrière, on a vu une rectification à la fois portée par certains chefs d'État. Et donc, voilà, je voulais savoir où on en était. Donc, la révision de MFF contient 2 milliards d'euros, qui est le subvention élément. Donc, si et quand est adopté par le Conseil, nous aurons les fonds qui est nécessaire. La seule question qui est, à mon avis, pas une grande question, c'est comment créer l'autre partie, le 4 milliards d'euros de crédit, parce que nous avons quand même besoin d'une base financière avec quoi on peut l'élément de garantie qui doit être quand même créé. Mais là, pour 4 milliards d'euros avec une multiplication de 9 fois, c'est ça le chiffre en balcon, donc un demi-milliard d'euros. Ouais, on le fait pour 50 milliards quasiment à l'Ukraine sans réelle garantie non plus. À mon avis, non, il y a des garanties aussi dans le cas de l'Ukraine. Donc, à mon avis, si l'Union européenne ne peut mettre sur la table maintenant, dans tous ces contextes géopolitiques, 6 milliards d'euros pour le Balkan, nous pouvons vraiment clôturer notre petite usine ici. Donc, oui. Sur le front palestinien, oui, vous avez vu une réaction immédiate, et c'était une réaction immédiate pour deux raisons. Une, c'est que comme nous sommes Européens, avec une histoire de choix, on ne peut pas être inégal. Quand il y a une organisation terroriste avec deux buts, une, tuer les Juifs en masse, et ils sont arrivés de le faire, et éradiquer Israël comme tel quel. Donc, avec notre histoire, on ne peut pas rester indifférent. Et tout ce qui est passé sur le 7 octobre a aussi évoqué des questions. Comment pourrait Hamas grossir assez fort? Parce qu'à partir de 2007, ils sont complètement en contrôle de Gaza. Ils étaient en charge de Gaza. Nous avons mis beaucoup de nouvelles conditionnalités quand j'ai arrivé comme commissaire en 2020-2021, avec qui nous avons déjà arrivé un système qui est beaucoup plus sûr que notre fonds n'est pas utilisé même indirectement par les gens qui sont associés avec Hamas ou autres organisations terroristes. Nous avons des conditions vraiment contraignantes et nous travaillons avec une très grande responsabilité sur cela. Mais après le 7 octobre, tout était changé aussi sur le territoire palestinien. Et maintenant, il faut regarder qu'il n'y a pas de bénéficiaires
qui sont participés dans ce qui est passé. Donc, nous avons une revue maintenant. On va terminer bientôt. Vous allez le voir, ce que nous avons trouvé. Et nous aurons aussi les suggestions à faire. Comment continuer avec le soutien pour la Palestine. Parce que bien sûr, on veut continuer. Mais on ne peut pas continuer comme c'était. Donc, c'est à cause de cela que j'ai fait toutes ces remarques. Et oui, après, il y en avait beaucoup de discours. Mais pour moi, c'était impératif de parler clairement de première minute, parce que ce n'est pas un nouvel chapitre de l'agression ou des hostilités dans le Moyen-Orient. C'est beaucoup plus que ça, ce que nous avons vu. Et après le choix, on ne peut pas rester indifférent. Merci. Très bien, écoutez, merci Monsieur le Commissaire. Vous avez été assez précis dans vos réponses et francs, et je vous en remercie. Voilà, je ne sais pas si vous continuez un tour dans Paris aujourd'hui. Oui. Je vais à Quai d'Orsay. Vous allez au Quai d'Orsay, donc c'est très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation sur votre mission. Grand merci.